Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et de participer à cette session qui portera sur l'automatisation intelligente dans la finance. Merci à Nicolas d'avoir accepté de partager ce retour d'expérience. Bonjour à tous. Quelques mots sur nous avant de commencer. Donc pour ma part, je suis Yann Villissor. Je suis directeur technique chez Selensa, responsable des activités AI, data science, machine learning et deep learning. J'accompagne notamment les entreprises dans les projets de transformation numérique autour de ces thématiques. Bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Ducrot, je suis le responsable global de la data chez MFEX by Euroclear, une plateforme de distribution de fonds, dont on parlera plus en détail ensuite. Quelques mots sur Selensa. Donc Selensa, on est un cabinet de conseil IT indépendant, spécialisé dans les technologies Microsoft, autour du software développement, de la data, de l'IA, du cloud et de la sécurité. À ce titre, on a été sacré 2 fois partenaire de l'année Microsoft, en 2018 et 2022. Et nous donnons également des formations Microsoft certifiantes grâce à Selensa Training. Historiquement basé à Paris, on a décidé de poursuivre notre croissance, notamment en ayant 2 nouveaux points d'ancrage, à Lyon notamment pour couvrir toute la région sud-est, et plus récemment à Nantes pour couvrir le Grand Ouest, ce qui nous permet d'avoir aussi une proximité avec les acteurs locaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager aussi des motivations, des convictions. Pourquoi ce sujet? Pourquoi cette thématique qui, je rappelle, porte sur comment la data peut transformer votre business. Principalement parce que chez Selensa, nous considérons que la data est à l'entreprise ce qu'est le carburant pour un véhicule, c'est-à-dire indispensable pour sa mobilité. Je vous rassure, le parallèle fonctionne aussi bien que les véhicules électriques. La question qu'on peut donc se poser, c'est qu'entendons-nous par mobilité dans un contexte d'entreprise? Je vais prendre un exemple. Si je devais faire un Paris-Marseille, je mettrais au service de cette mobilité une énergie que j'obtiens en transformant du carburant. Et bien pour une entreprise, la mobilité s'apparente à de la croissance. Une croissance qui peut être multiforme, je vous l'accorde, économique, financière, opérationnelle, humaine en termes de compétences, formation, recrutement, etc. etc. Et donc l'enjeu, c'est de déterminer quelles sont les énergies qu'il faut mobiliser sur les bancs leviers de croissance pour justement avoir cette mobilité. Et donc on se sert de la data pour transformer cette donnée en information utile pour identifier ces énergies. Quelles sont ces énergies? On en a listé 3. Premièrement, ce sont ces compétences humaines, les collaborateurs, qui sont sous-exploités. Exemple, un expert métier qui passe plus de 50% de son temps à effectuer des tâches qui ne sont pas valorisantes pour lui. Ce sont des énergies qu'on veut libérer. Deuxièmement, ce sont des process métiers jugés trop rigides. Par exemple, des porteurs d'initiatives, des porteurs de projets qui ont du mal à accéder à la data pour lancer les activités d'entreprise. Ce sont des activités, des énergies qu'on veut libérer. Et enfin, une technologie qui n'est plus du tout adaptée compte tenu des enjeux de l'entreprise. Exemple, pour pouvoir innover, avoir des insights ou de l'intelligence à partir des data, on utilise des nouvelles technologies autour de l'AI. On veut également libérer ces énergies-là. Traditionnellement, que font les entreprises en fin d'année, lorsqu'elles définissent les budgets? Elles choisissent les leviers, les secteurs sur lesquels elles veulent investir. On peut choisir, par exemple, d'investir dans les produits et services, améliorer l'expérience consommateur. On peut investir dans les opérations, les activités plutôt back, mid ou front office. On peut investir dans les collaborateurs via de la formation ou du recrutement, etc. etc. L'enjeu qu'on a eu avec Nicolas, c'est de définir quels sont les bons leviers d'investissement, notamment en respectant le triptyque, la qualité, le coût et le délai. Avant de répondre à cette question, je vais laisser Nicolas présenter son entreprise, son business model, ses activités, ainsi que les pains qu'il a rencontrés. Nicolas. Très bien, merci Yann. Donc oui, l'idée est de revenir rapidement un petit peu sur MFEX by Euroclear pour vous donner quelques éléments de contexte, évidemment, pour mieux comprendre ce qu'on a fait avec Selensa. Donc MFEX by Euroclear, c'est une plateforme de distribution de fonds en B2B. Donc c'est l'une des plateformes leaders en Europe, avec un peu plus de 3000 milliards d'assets sur la plateforme et qui met en relation du coup un peu plus de 2500, de 2500 sociétés de gestion et 2000 distributeurs. Donc notre objet, c'est de faire le lien entre ces entités afin de promouvoir donc la distribution de fonds d'investissement. De toute nature, ça peut être des fonds classiques comme des fonds hedge, et tous ces éléments-là. Si on peut passer à la suivante, merci. Donc du coup, on a forcément vu notre activité et notre taille aujourd'hui critique en tant que plateforme. Donc on a évidemment une couverture mondiale, je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais qui passe de l'Europe à l'Asie, aux US, à l'Europe de l'Est aussi.
Donc, pour rapidement présenter, donner là aussi un petit peu de contexte sur ce qu'on fait chez MFEX, on a grosso modo 4 lignes produits. Une première ligne produit qui est l'activité de trading et l'activité dépositaire. Où là, tout simplement, sans rentrer dans le détail, nous agissons comme une entité qui permet la transaction de souscription dans des parts de fonds. Donc là, notre rôle est de réceptionner les ordres venant de différentes entités, de mutualiser tout ça dans une organisation efficace et d'assurer donc que les investisseurs particuliers puissent investir dans leurs fonds. On a une partie qu'on appelle service à la distribution aussi, qui est la deuxième ligne produit, qui là sont plus des produits à valeur ajoutée à destination de nos clients distributeurs. Donc, ce qu'on appelle nos clients distributeurs sont en fait les grandes banques ou les grandes compagnies d'assurance. La troisième ligne produit qui va nous intéresser le plus aujourd'hui au travers du use case qu'on va étudier dans quelques minutes, c'est la partie data solution. Donc là, ce sont tous les services à valeur ajoutée qui sont liés à la donnée. Services qui ont ce site particulier qui s'adresse à la fois à ce qu'on pourrait appeler des clients internes, c'est-à-dire les autres business lines qu'on a dans notre compagnie, chez MFEX, mais aussi à des clients externes, donc là pareillement les sociétés de gestion et nos distributeurs. La dernière ligne produit, c'est la partie conformité, mais du coup on y reviendra après. Donc juste pour donner là aussi un cadre de réflexion sur notre business model. Donc, comme je disais, nous sommes une plateforme B2B, donc le premier type d'entité avec lequel nous traitons, ce sont les gestionnaires de fonds. Donc les sociétés de gestion qui pour le coup offrent un produit qui est le fonds d'investissement. Le but, c'est que ce fonds d'investissement puisse être distribué à des investisseurs. Vous, moi, donc des investisseurs particuliers ou des investisseurs institutionnels. Et dans cette activité de distribution, c'est là qu'on retrouve les grands groupes bancaires ou les compagnies d'assurance, qui vont vouloir en fait offrir ces fonds à leurs clients, en tout cas les mettre sur étagère. L'idée, c'est que nous, on s'institue comme intermédiaire en mutualisant en fait cette perspective d'architecture ouverte. On va aller voir un distributeur bancaire en lui disant tout simplement, au lieu de maintenir des accords avec 500 sociétés de gestion, si tu veux offrir 500 fonds à tes clients, nous, on a des accords avec plus de 2000 sociétés de gestion, passe un contrat avec nous qui te donnera accès à l'ensemble des fonds qu'on a sur la plateforme. Donc on a un rôle d'intermédiaire de mutualisation, pour être simple. Au travers de ce rôle-là et de cette activité-là, la partie la plus importante, l'un de nos process métiers les plus importants, c'est de collecter effectivement la donnée sur ces fonds. Et là, on fait face à un enjeu qui est particulièrement complexe pour une entité de notre taille, c'est qu'on va se retrouver avec des sources de données qui vont être multiples et différentes, et qui vont provenir là aussi de différentes entités. Avec lesquelles on est en relation et qui là aussi sont des entités, sont des entités multiples. Donc là on a des sources différentes provenant d'entités différentes et du coup notre enjeu c'est de réussir à lier ces données en fait aux produits qui transitent sur la plateforme, donc le fonds d'investissement, et d'être capable de mapper tous ces éléments-là pour en tirer des données qui nous servent ensuite pour nos process opérationnels. Les données qu'on cherche à tirer dans le use case qu'on va étudier aujourd'hui étant les NAV, le nombre de parts de fonds, la valeur de marché et bien évidemment la clé primaire pour étudier ces éléments-là qui est la date à laquelle ces données sont valables. Donc vous voyez la complexité du sujet, c'est-à-dire multiplicité d'acteurs, multiplicité de sources, difficulté à lier ces données aux produits fonds, et du coup capacité ensuite à extraire ces données-là. L'élément de difficulté qu'il y a, c'est que les données qu'on va recevoir sont le plus souvent des données qui sont non structurées, même si elles proviennent de documents qui sont templatés. Donc là, vous avez quelques exemples de documents qu'on reçoit. Et du coup, on se retrouve avec un volume qui est énorme, dans lequel on a besoin d'extraire ces informations-là. Donc, pour vous donner une idée de volume, c'est des données qu'on va recevoir dans plus de 11 boîtes mail. On reçoit un peu plus de 10 000 documents par jour. Sur ces éléments-là, on a un peu plus de 400 formats différents. Donc là, vous avez juste un petit aperçu de ces formats-là. Et du coup, on a aujourd'hui l'équivalent de 4 ETP qui, à plein temps, en fait, travaille sur des boîtes mail pour sortir des documents, les lire et extraire des données. Donc, comment ça fonctionne concrètement ?
process-là. Comme vous le voyez, multiplicité de sources. Donc ça peut être du PDF, ça peut être du CSV, ça peut être du Excel, ça peut être du JSON. On a tout un tas de formats qui nous viennent qui nous viennent par différents canaux. Donc ça peut être la boîte mail, ça peut être du transfert de fichiers direct, ou ça peut être sur Internet, ou enfin sur des portails. Et donc là, du coup, on a une équipe qui collecte cette donnée, donc qui doit fouiller sur l'ensemble des canaux, extraire l'information, la structurer pour qu'ensuite cette information puisse être ensuite disséminée à la fois dans nos systèmes internes, mais à la fois chez nos clients. Alors, à partir de ce que vous a présenté Nicolas, l'enjeu pour nous était de déterminer quelle était l'opportunité de transformation. Je rappelle les deux principales activités opérationnelles présentées par Nicolas. Collecte et réconciliation de données financières, ainsi qu'imputation. Les données arrivaient sur différents canaux, les boîtes mail, des serveurs de fichiers, des portails web, via Swift ou par la poste. Donc il fallait scanner les documents et les importer aussi dans la plateforme. Pareil pour le deuxième process, où on avait également une distribution par mail, etc., etc. Pour déterminer quelle opportunité de transformation, sur quoi on devait investir, on a mesuré 4 indicateurs. Premièrement, c'est la nature des activités, indicateurs qualitatifs, qui nous permettent d'apprécier la nature des tâches, des opérationnels. Est-ce qu'on parle de tâches manuelles, semi-automatisées ou automatisées? Deuxième indicateur, c'est la volumétrie. Est-ce que, finalement, c'est un effort, on mesure la pénibilité, ou en quelque sorte, l'impact que cette activité ou ces activités ont sur le business. Indicateur quantitatif. Troisième élément, ce sont les compétences utilisées. On regarde sur ces deux lignes métiers l'expertise collaborateur qui est impliquée. Et enfin, le dernier élément, c'est un indicateur plutôt quantitatif, c'est l'allocation de ces ressources dans ces activités-là. Pourquoi ces 4 indicateurs? Parce qu'on voulait avoir 2 éléments de réponse. Le premier, où sont mobilisées les énergies d'entreprise. Et le deuxième, c'est la valeur de ces énergies-là, de ces employés-là, de ces collaborateurs, dans la réalisation de ces activités. Et donc, on est en capacité de mesurer le capital d'investissement en termes de compétences pour la réalisation de ces activités. Et en fait, ces 2 éléments de réponse ont été rendus possibles uniquement parce que nous avions de la data pour pouvoir mesurer ces 4 indicateurs-là. Donc, pour rester dans la thématique, comment la data peut transformer votre business et quelle opportunité de transformation il a fallu mener justement pour aider Nicolas à mieux activer, on va dire, son côté opérationnel, on a donc utilisé la data pour répondre à ces questions-là. Et donc, si je reprends ma slide sur, en fin d'année, où est-ce qu'on investit, clairement pour Nicolas, l'opportunité, elle est plutôt côté opérationnel, dans les activités back, mid et front office. Ce qui permet de libérer des énergies d'entreprise, les remobiliser sur des activités, par exemple, de produits et services, sur de la compétence, formation, recrutement, etc., etc. Donc, du coup, pour reprendre pour remettre bien l'image en tête de tout le monde, sur la transformation qu'on a opérée, comme l'a dit Yann, l'enjeu, c'était du coup de mieux utiliser nos ressources opérationnelles et de ne pas avoir des data analysts qui passent leur temps en fait à juste sourcer de la data à partir de boîtes mail, pour résumer très rapidement le sujet, alors qu'on pourrait les utiliser beaucoup mieux sur d'autres activités. Donc du coup, en reprenant le schéma qu'on avait auparavant et en rappelant un petit peu les éléments de volumétrie qu'on a, donc 400 formats, 11 boîtes mail, 4 ETP qui font essentiellement de la lecture de documents et de la saisie de données dans nos systèmes. L'idée, en fait, est de réussir à dynamiser tout ça pour avoir moins de ressources sur la partie collecte, à proprement parler, et plus de ressources qui vont être allouées vraiment sur la partie, sur la partie valeur ajoutée des services qui vient derrière. Donc notre capacité à disséminer ces données à nos clients, et notre capacité aussi à rester en accord avec les différentes contraintes qu'on a dans nos SLA avec nos clients, que ce soit en termes de délai de réponse de données, mais que ce soit aussi en termes de finesse d'analyse. Donc être en capacité de leur remonter plus d'informations, de manière plus intéressante et plus analytique. Et donc du coup, après transformation, on avait différentes solutions. Soit aller voir les 400 partenaires et leur demander de changer de format et d'avoir un format unique. C'est pas que je doute de tes capacités de persuasion, Nicolas, mais je pense que c'était une bataille qui était, on va dire, très compliquée à remporter. On a donc décidé d'agir là où on avait le contrôle, donc agir local, pour justement prendre en cas un maximum de cas, donc c'est-à-dire penser plutôt global en termes de partenaires, et donc implémenter une solution basée sur de l'intelligence artificielle, d'où automatisation intelligente. Pourquoi intelligente? Parce qu'on fait appel à des services cognitifs, des capacités cognitives
que ce soit sur la vision par ordinateur pour traiter des documents non structurés, du traitement de texte avec tout ce qui tourne autour du NLP ou du NLU, Natural Language Understanding. On s'est appuyé sur les briques d'Azure pour fournir cette capacité d'automatisation intelligente. Et donc libérer les métiers qui devaient se connecter à des boîtes mail systématiquement pour collecter, extraire et imputer de l'information. Peut-être un petit mot sur le gain en termes de TP, Nicolas. Le gain est assez clair. Hein. Comme je le disais, on avait 4 TP qui étaient essentiellement concentrés sur la collecte de données. Et donc là, aujourd'hui, l'activité collecte-exstructure ne mobilise plus que 1,5 ETP. Et j'allais dire, l'impact va même au-delà, parce que la nature du travail sur la collecte-exstructure a aussi changé. Parce que du coup, les personnes qui travaillent maintenant au sein d'Mfex sur cette activité-là sont passées d'une activité où il fallait, comme je le disais, lire des boîtes mail et saisir de la donnée, à une activité où leur travail consiste à monitorer des modèles d'apprentissage. Et du coup, à monitorer une solution de machine learning. Donc on a un gain, j'allais dire, sur vraiment les 2 axes qui sont propres à une organisation. C'est-à-dire que non seulement on a un gain en termes de ressources qui sont allouées plus efficacement, mais on a aussi, et c'est très important, un gain en termes de connaissances, avec une activité qui s'enrichit, et ce qui du coup aussi est très motivant pour nos équipes, parce que leur travail change, devient plus enrichissant, et apporte aussi un gain de connaissances, à la fois personnel et pour l'entreprise. Quels sont on va dire les 5 challenges techniques qu'on a rencontrés en réalisation de cette transformation? Premier, c'est au niveau de l'intégration de données. On avait une multiplicité de data sources possibles. Les boîtes mail, les serveurs de fichiers, les portails web, d'un côté. Et de l'autre, on voulait garantir en quelque sorte qu'indépendamment de la data source, qu'on ait un même workflow de traitement. Donc, y avoir une abstraction entre la source de données et le pipeline de traitement. Et donc, on s'est appuyé sur la couche iPaaS d'Azure, Integration Platform as a Service, autour des Logic Apps, autour des services bus pour traiter l'information au fil de l'eau, et de Microsoft Graph pour justement aller récupérer de la data un peu partout, que ce soit typiquement sur des boîtes mail. C'est le premier challenge technique, intégrer les données de manière abstraite. Le deuxième, c'est de collecter et de stocker, de tracer, d'auditer. On est dans un domaine financier, très réglementé, avec des enjeux forts en termes de sécurité. Il a donc fallu que pour chacune des extractions qu'on allait faire côté plateforme, qu'on puisse remonter à la data de manière, on va dire, brute. Lorsque j'extrais une nav, que je sache c'est quel partenaire qui me l'a transmis, où est-ce que je l'ai stocké, etc., etc. On s'est aussi, pour résoudre ce problème, appuyé sur la couche Data Platform d'Azure, notamment en fournissant des architectures autour tout ce qui est Delta Lake, par exemple, des zones de maturité différentes de la data, bronze, gold, silver, gold, par exemple, et donc fournir, on va dire, une capacité de gouvernance de data qui soit la plus fine possible pour justement répondre à ces enjeux de traçabilité d'audit. On a intégré, on a stocké. Le troisième challenge, c'était de traiter la data. Je vais juste prendre un exemple sur le canal mail. En fait, dans les différentes boîtes mail, on en avait à peu près 11, on ne recevait pas uniquement que des mails qui concernaient les deux activités opérationnelles. On avait également, par exemple, des notifications d'autres systèmes qui nous envoyaient un mail. On avait des conversations entre un collaborateur et un partenaire, etc., etc. Et donc, il a fallu également pouvoir identifier quels sont les mails qui nous concernaient. À partir de là, lancer les traitements, etc., etc. C'est là où on s'est fortement appuyé sur des services cognitifs, donc que ce soit la vision par ordinateur ou le traitement de texte, pour justement catégoriser les mails qui nous intéressaient. Et à juste titre, nous avons aussi baissé les coûts côté Azure, parce qu'on a pu cibler uniquement le contenu qui nous intéressait. On a intégré, on a stocké, on a traité. Le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle, en tout cas ce que moi j'appelle le contrôle de pression. Pour vous donner un exemple, on recevait à peu près 10 000 documents par jour. Pour chaque mail qu'on recevait, on générait 3 événements. Le premier, on a reçu un mail, ce qui permettait à d'autres systèmes de réagir à l'événement. Le deuxième événement, c'est qu'on a reçu, on a pu identifier l'intention du mail. Est-ce que c'est un document financier, c'est un statement, un contract note, etc. Et le troisième événement qu'on générait via la plateforme, c'était qu'on a reçu un document en identifiant le document. Ce qui fait à peu près déjà 30 000 événements. Ensuite, une journée typique chez Mfex, l'intensité de réception des documents était à l'ouverture et la fermeture. Après calcul, ça faisait à peu près 100 événements à traiter par seconde. Et pour chaque événement, on pouvait passer plusieurs secondes, voire minutes à traiter, pour la simple raison que typiquement, un document PDF, il peut faire 100 pages. Et il faut traiter chaque page. Donc, 2 solutions pour gérer la pression. Soit on subit, et donc du coup, on grossit notre infrastructure en conséquence. Je pense que Microsoft ne serait pas contre. Ou
on réfléchit un peu et on met en place, on va dire, une stratégie de traitement qui soit en accord aussi avec les engagements qu'on a auprès des partenaires, notamment les SLA. Donc on a mis en place une gestion de file d'attente qui fait en sorte que finalement, on puisse traiter des messages prioritaires. Donc la taille de la file compte réellement, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 100 éléments, ou plusieurs. On va essayer de segmenter en fonction des priorités. Donc c'est quelque chose qui nous a permis aussi d'absorber cette charge-là, en gardant la main sur notre infrastructure, sur les coûts aussi. Et le dernier élément, je t'ai jamais avoué Nicolas, mais c'est l'élément en tout cas technique où je me suis le plus éclaté, c'est la gestion d'erreurs. Comme on fait un traitement à haute intensité, on génère aussi potentiellement des erreurs à haute intensité. 100 événements par seconde, potentiellement j'ai 100 erreurs par seconde. Et je n'ai pas envie de sursolliciter le support IT en générant énormément d'erreurs. On a donc réfléchi, avant de vous présenter la solution, à comment gérer ce problème-là. Quelques types d'erreurs. Dans les PDF qu'on recevait, on avait des PDF qui étaient bloqués par mot de passe. Les mots de passe étaient transmis dans d'autres canaux ou dans d'autres mails. Donc, soit systématiquement, on générait une erreur, à mon avis, ce n'était pas la bonne solution, mais en tout cas, il y avait quelque chose de mieux à faire. Ce que faisait la plateforme, c'est qu'elle essayait de débloquer le PDF en allant dans un key vault, dans un coffre-fort de mots de passe, essayer de récupérer le mot de passe et l'ouvrir. Si elle n'arrivait pas, il y avait un processus d'escalade. Deuxième cas, un nouveau partenaire. On commence à recevoir de la donnée d'un nouveau partenaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de sursolliciter le support IT, ce qu'on a mis en place, c'est une solution qui est basée sur l'IA, qui s'appelle l'AI Auto-Resolver, qui permet à la plateforme, lorsqu'elle est en face des erreurs qu'elle peut traiter toute seule, de générer des tickets qu'elle s'affecte toute seule. C'est-à-dire qu'elle va générer un ticket en disant « J'ai reçu un message, un document, pour l'instant je ne sais pas le traiter, je le positionne dans une file d'attente support que j'essaierai de traiter plus tard lorsque j'aurai un peu plus de temps. » Tout ce qui était password, tout ce qui était nouveau partenaire, on a rajouté un partenaire, donc il y a un nouveau format à gérer. Et en fait, lorsqu'elle a un peu plus de temps entre les différentes files d'attente, elle va aller prendre un ticket support, essayer de retrouver le mot de passe, soit dans les emails qui ont été transmis à part, soit en faisant un replay, c'est-à-dire réintégrer le document, etc. Ce qui permettait, encore une fois, de soulager le support IT, donc de libérer des énergies. La timeline, avant juste de passer à la suite, rapidement, on peut avoir l'impression que c'est un très très gros projet. C'est un projet en tout cas techniquement passionnant. Je pense qu'il a répondu à de vrais enjeux côté métier. Mais en vrai, la timeline, elle est plutôt assez courte. On a une phase de POC où Nicolas, en fait, il a voulu également s'assurer que techniquement, on avait la maturité, que ça soit via le cloud provider, de réaliser ce qu'il voulait. Donc on est passé par un POC qui a été plutôt concluant. Une phase de MVP où on a ciblé un scope et une volumétrie un peu plus conséquente pour valider justement ces acquis techniques qu'on avait pu valider dans le POC. Et enfin, une phase d'industrialisation étalée sur 4-5 mois, où en fait on a pu aller en prod et tester sur l'ensemble des datas qui pouvaient arriver par jour. Je vous ai montré l'impact technique. Ce qui serait intéressant également, c'est de voir quel est l'impact organisationnel. Oui, tout à fait, c'est là. Et là, du coup, il s'est passé quelque chose de très intéressant sur ce projet-là. C'est quelque part, ça a été aussi un vecteur, j'allais dire, de démocratisation des problématiques de data science au sein d'MFEX. Et c'est là où on a un intérêt. Parce que du coup, là aussi, on aurait pu envisager le sujet sur plusieurs aspects, particulièrement dans le cadre de la maintenance de la solution, si on a des nouveaux formats, des nouveaux types de documents à intégrer, qui vont au-delà des documents qu'on gère aujourd'hui. Soit du coup on en fait quelque chose de très complexe avec beaucoup de data scientists qui vont être sollicités sur ce type d'événement-là, soit on tire parti des assets qu'on a construits avec Selensa pour tenter d'opérationnaliser un petit peu la data science, pour résumer. Et ça, c'est aussi l'un des éléments, j'allais dire, clés du succès de cette initiative-là. Parce que si vous vous rappelez, il y a quelques instants, je vous parlais de ces 1,5 ETP qui continuent à travailler sur la collecte. Bah, concrètement, ces 1,5 ETP aujourd'hui, ils gèrent nos modèles. Donc ils sont capables d'intégrer de nouveaux formats de documents, de nouvelles informations au sein du traitement qu'on fait sur ces documents-là. Et du coup, on est arrivé sur une solution qui est très simple, qu'on a mis dans les mains de business analysts dans un premier temps et dans un deuxième temps qu'on a quasiment opérationnalisé. Parce que du coup, la mise en place d'un nouveau type de format suit 4 étapes clés qui sont relativement, là aussi, simples. C'est-à-dire qu'il faut récupérer 5 documents exemples. On met en place un outil de tagging
après OCR, qui permet de repérer où sont les datas qu'on souhaite exporter de ce document. On lance ensuite un programme de training avec un reporting complet qui suit derrière en expliquant quel est le taux de succès du modèle, est-ce qu'il est pertinent, tous ces éléments-là. Et une fois que ce modèle est traîné, on va le tester et ensuite on va être capable de le sortir en production avec un pipeline dédié. Tout ça sans intervention de l'IT. Et sans intervention aussi l'aide de data scientist. Donc l'intérêt derrière, c'est que ça nous a permis de gagner véritablement en scalabilité sur la solution, en étant capable de release des nouveaux modèles constamment, mais là aussi en enrichissant après dans mes équipes de collecte de data, genre les savoirs, les compétences, au final une activité qui est beaucoup moins rébarbative que ce qu'on avait auparavant, qui je rappelais était j'ouvre un mail, j'ouvre un document, je le lis et je saisis la donnée. Donc du coup, pour résumer un petit peu et pour bien insister sur les points importants de ce projet, donc on est passé d'une forme organisationnelle et d'une définition de process qui n'était pas efficiente, sur laquelle on avait beaucoup d'activités manuelles, ce qui au passage aussi amène beaucoup de risques opérationnels, hein, évidemment, et sur lequel surtout on n'avait pas de mutualisation de l'activité. C'est-à-dire que en fonction des différents process métiers ou des différentes lignes métiers qui vont être impliquées, la même donnée sur le même document peut être collectée plusieurs fois par des personnes différentes. Donc du coup, on a de la redondance, ce qui est évidemment une perte d'efficience. Et donc, pour résoudre ce problème un peu de redondance, ce qu'on a mis en place, c'est des process mutualisés qui permettent à des équipes métiers finalement de collecter la donnée une seule fois. L'enregistrement de la donnée par une équipe profite aux autres. Donc on a une organisation également qui s'améliore et qui est beaucoup plus efficace, qui permet aussi aux gens finalement de mobiliser de l'énergie sur du contrôle d'activité uniquement. S'il y a 3 éléments, en tout cas qu'on aimerait bien que vous reteniez de cette session, c'est que premièrement, le cloud aujourd'hui est un accélérateur majeur dans les projets de transformation numérique tels que celui-là. Ce qui a été le cas chez MFEX, hein, comme on l'a vu, ça nous a permis d'avancer rapidement et de mettre à l'échelle nos opérations. Mais j'insiste particulièrement sur ce type de projet, à travers ma casquette, je vais dire produits et métiers, sur le fait qu'il faut particulièrement bien cadrer les phases de design et être très mature aussi sur la définition des process métiers. Automatiser un process qui n'est pas maîtrisé et qui n'est pas forcément encore mature dans l'entreprise risque de générer énormément de problèmes de qualité en sortie quand on va passer dans le col et de coûts aussi. C'est vraiment, j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment la maturité sur les process métiers qui va permettre de définir les bonnes opportunités d'accélération. L'automatisation intelligente aujourd'hui permet, comme on a pu le voir, de soulager les métiers, de faire en sorte que finalement leur travail soit valorisé en fonction de leurs compétences et les remobiliser sur des activités où ils auraient en fait le plus de valeur ajoutée possible. Oui, et là encore, on l'a vu à l'instant dans le cadre de ce use case. Hein, on est passé d'une équipe de collecte à une équipe de monitoring de machine learning. Donc évidemment que, on mobilise les bonnes énergies et ce projet en est la claire, en est la preuve. Et là, du coup, je réinsiste aussi sur le fait qu'on va passer par une phase de redéfinition de ces process métiers qui vont être impactés par cette transformation. Et là aussi, c'est un élément important. La partie process est toujours capitale. Et le dernier élément, puisque finalement, en thématique data, comment la donnée peut transformer votre business, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut prendre conscience de l'utilité qu'elle peut avoir, à la fois pour booster le business en identifiant les bons leviers de croissance, mais aussi pour permettre justement à des porteurs de projets, à des initiatives d'entreprise de pouvoir se lancer. Oui, là encore une fois, je suis totalement aligné avec ce que tu annonces, Yann, là-dessus, sur ces éléments-là. Le point important, encore une fois, à travers notre perspective côté MFEX, hein, c'est aussi de s'assurer que ce type d'initiative et de ce type de projet s'inscrit dans une stratégie globale de gestion de la data dans l'entreprise. Parce que c'est là aussi où ce genre de projet va générer encore plus de gains, que ce soit en termes de qualité, d'efficacité opérationnelle et de tous ces éléments-là.
Et du coup, il convient d'approcher ce type de sujet non pas à travers une vision, j'allais dire, unique et granulaire des process métiers, mais de toujours garder une vision holistique. Par exemple, dans le cadre du use case qu'on a fait avec nos amis de Selensa, c'est un use case qui s'inscrit globalement dans notre stratégie globale de gestion de la collecte de la donnée. Et là, du coup, on arrive à une architecture de briques Lego sur lesquelles, si on a une cible désignée, si on a le modèle et le blueprint de ce qu'on veut construire, là, on arrive sur des résultats qui, pour le coup, portent leurs fruits. En tout cas, merci à toutes et à tous. Nous serons disponibles dans les stands sur le parcours data pour justement échanger sur le sujet, démontrer grâce aux démonstrateurs plutôt très orientés business sur ce qu'on peut faire et enfin conseiller si vous avez des problèmes techniques similaires à ce qu'on a pu faire. Encore merci d'avoir participé à cette session. Merci beaucoup.